Comment réguler le secteur électrique? Comment définir une politique tarifaire adaptée aux contextes locaux? Quels sont les enjeux liés à la tarification et à la régulation? Ces questions trouveront leur réponse dans un séminaire ouvert ce lundi à Abidjan. Le Premier ministre Patrick Achi de Côte d'Ivoire a procédé à Tumodi à l'inauguration de l'usine de Dorado Ivory. C'est une usine qui permettra la transformation de noix de cajou. 4e édition de SIASB, Salon de l'amour et de séduction. Les lampions sont éteints avec un gala de distinction. Vous le verrez dans cette édition. Et puis le groupe scolaire régional de Trècheville à Abidjan, jadis fleuron de l'éducation en Côte d'Ivoire, est tombé en ruine. Aujourd'hui, il est devenu le refuge pour de nombreux malfrats et fumoirs pour les drogués. Un constat est fait dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la chaîne panafricaine d'information économique pour l'actualité. On ouvre ce journal avec la République du Congo démocratique. L'honorable princesse Adèle Kainda Mayenda, députée nationale de la RDC, a tenu un meeting le 9 juillet à Kinshasa. Ce meeting s'inscrit dans les perspectives de la présidentielle de 2023 et veut préparer le terrain pour la victoire du président Félix Tshisekedi pour les prochaines élections. L'action est initiée par l'ALDEC, entendez, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, Sarah Kayeye et Freddy Lumbala. Créée dans un contexte politique incertain, une initiative de la princesse Adèle Kayenda, alors députée nationale, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo a totalisé le samedi 9 juin 5 ans d'existence. C'est à la foire internationale de Kinshasa que les cadres et membres de ce parti se sont réunis autour de l'autorité morale, la princesse Adèle Kayenda, initiatrice de cette formation politique qui fonde son existence et évolution sur la parole de Dieu. Prenant la parole devant les milliers de partisans de ce parti, aujourd'hui implanté presque sur l'ensemble du territoire national, la princesse Adèle Kayenda est revenue sur les valeurs qui fondent ce parti. Les 5 ans d'existence de notre parti que nous célébrons aujourd'hui est le fait de notre fidélité, de notre loyauté, de notre persévérance, de notre détermination, de notre vouloir vivre en commun pour un meilleur idéal et faire de la RDC un état de droit où il fait beau vivre. Formation politique d'obédience chrétienne qui s'appuie sur les saintes écritures, l'ELDEC combat et bannit les antivaleurs avec une forte conviction d'un Congo patrimoine commun légué par le Créateur. Membre de l'Union sacrée de la nation, la plateforme qui fonde la majorité autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le parti de la princesse Adèle Kayenda accompagne le président de la République dans sa vision du peuple d'abord et le soutien pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023. Nous nous sommes inscrits dans le chemin d'accompagner le président de la République dans sa vision, le peuple d'abord, l'état de droit. Et nous, par notre discipline, du travail bien fait, de la culture verte et du respect du temps, nous qui bannissons la procrastination, ensemble, nous allons l'accompagner pour sa réélection de 2023. Avec plus de 600 partis politiques, l'univers politique en République démocratique du Congo est très bousculé. Rares sont les formations politiques avec un ancrage bien confirmé. L'implantation de ce parti politique qui en 5 ans d'existence s'est affirmé est attribuée à la bravoure, mais aussi le leadership de la princesse Adèle Kayenda, qui est par ailleurs ministre du portefeuille. Retour sur Abidjan, comment réguler le secteur électrique, comment définir une politique tarifaire adaptée aux contextes locaux, quels sont les enjeux liés à la tarification et à la régulation. C'est autant de questions, voire plus, qui sont inscrits au menu de la 8e édition de la formation de haut niveau sur la régulation et la tarification de l'industrie électrique. Issa Badini et Richard Akeke
ont été à la cérémonie d'ouverture. Ils sont une quarantaine, venus d'une dizaine de pays francophones, dont le Madagascar, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon. Tous des cadres du secteur de l'électricité. Nous sommes à l'ouverture de la formation de haut niveau sur la réglementation et la tarification de l'industrie électrique. Aux manettes, entre autres, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, ANARE, et l'IFDD, Institut de la francophonie pour le développement durable. Dans les visères, permettre aux cadres du secteur de renforcer leurs capacités dans les prises de décision sur les questions de réglementation et de tarification du secteur de l'électricité. Le tableau de bord, c'est tout ce qu'il y a comme modèle tarifaire. C'est vrai que c'est une formation de très haut niveau et disons que des modèles tarifaires très élaborés qui sont utilisés aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, mais aussi adaptés au contexte africain, seront partagés, mutualisés et les participants, la quarantaine de participants issus de la dizaine de pays, ces participants qui sont là présents apprendront à travailler ensemble et mutualiseront leurs connaissances, travailleront sur des chiffriers Excel, feront des modèles tarifaires. Un programme alléchant comme le décrit Ibrahima Dabo pour des attentes tout aussi alléchantes. On travaille dans l'électrification rurale. On est en partenariat avec le secteur privé. Donc on est ici pour apprendre des experts comment on fait les structures tarifaires afin de garantir l'équilibre financier de nos partenaires privés et également d'assurer un reflet des coûts d'investissement et des coûts opérationnels et bien sûr de voir vraiment la capacité à payer des gens ruraux qui sont assez bas pour Madagascar. Pour cette formation qu'on a vraiment accueillie comme une opportunité pour nous, nous attendons de pouvoir accueillir des outils qui nous permettront de répondre efficacement aux enjeux actuels et futurs, notamment en termes de durabilité, de soutenabilité et de profitabilité pour le secteur de l'énergie. Une conférence inaugurale sur les thèmes, principes de tarification, fondements théoriques et considérations pratiques a meublé la cérémonie d'ouverture. Le séminaire ainsi démarré refermera ses portes le vendredi 15 juillet prochain. Il marque la 8e édition de la formation de haut niveau initiée par l'IFDD. La Côte d'Ivoire l'abrite depuis 2013. La Côte d'Ivoire doit arriver à transformer 50% de sa production agricole. Cela rapporte plus de revenus aux paysans, plus d'emplois aux jeunes et de ressources au pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé à l'inauguration de l'usine Dorado Ivory à Toumoudi au centre de la Côte d'Ivoire pour la transformation de noix de cajou. Walter Kofi. Bâti sur une superficie de 12 hectares avec un coût d'investissement de plus de 15 milliards de francs CFA, l'usine Dorado Ivory, la filiale ivoirienne du groupe Royal Nuit PTE basée à Singapour, a été inaugurée. Au cours de l'inauguration, le Premier ministre Patrick Achi a invité les investisseurs à emprunter la destination Côte d'Ivoire. Chers investisseurs, vous trouverez toujours face à vous un gouvernement disponible, une administration engagée et pleine de modernisation, ainsi que des élus locaux mobilisés pour l'aménagement de leur territoire. Chers investisseurs, nous sommes une terre de richesse agricole extraordinaire qui attend vos capitaux comme vos savoir-faire pour faire grandir avec vous nos industries, nos marchés, notre export, nos emplois, tout un pays et tout un peuple. C'est le combat du développement de la Côte d'Ivoire et du progrès de l'Afrique que nous voulons gagner ensemble. Pour le Conseil du coton et de l'anacade, qui a résolument mis le cap sur la transformation locale du cajou, cette nouvelle usine constitue un pas de plus pour le positionnement de la Côte d'Ivoire au rang des pays exportateurs d'amandes de cajou. Ce pays, la Côte d'Ivoire est le premier producteur, tout le monde le sait dorénavant. Mais vous avez dit, lorsqu'on a fini de produire, cap sur la transformation. Grâce à cette politique
Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 3e transformateur mondial de noix de cajou. Nous sommes sur le podium. Nous sommes 3e exportateur mondial de cajou. Nous sommes présents sur les marchés, tous les marchés d'amandes aujourd'hui. L'inauguration de cette usine réaffirme la volonté du gouvernement de transformer l'économie de la Côte d'Ivoire par l'industrialisation. L'implantation de cette usine témoigne de la mise en œuvre effective du premier pilier du plan national de développement dont s'est doté le gouvernement pour la période 2021-2025. Le développement de la transformation de l'ANACAD représente un axe majeur de la politique de développement du secteur agro-industriel ivoirien, du fait de son fort impact socio-économique, notamment son grand potentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée. Pour rappel, Dorado a reçu le 5 avril 2022, avec 8 autres unités de transformation, la certification FSMA, une référence de sécurité sanitaire des aliments reconnue au niveau international, ce qui ouvre davantage les portes des marchés américains et européens à la Côte d'Ivoire. Poursuivons cette édition avec une page sécurité maritime. Un séminaire de formation en ligne s'est tenu au sein de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Yopougon, organisé par l'ISMI, Institut de sécurité maritime interrégionale. Ce séminaire a pris fin le vendredi 8 juillet 2022. Il avait pour but de renforcer les capacités des participants sur les processus et les techniques d'inspection des navires maritimes. Philippe Zabo et Augustin Kra ont suivi cette cérémonie de clôture. Comment prévenir les accidents des navires en mer pour éviter les catastrophes maritimes ou écologiques que nous avons connues ces dernières années, comme le naufrage du Joola au Sénégal en 2002, faisant près de 2000 morts? Une partie de la réponse à cette question est l'amélioration des inspections techniques des navires, surtout en mer. D'où l'importance du rôle sécuritaire dévolu à l'Institut de sécurité maritime interrégionale, ISMI, qui a organisé ce séminaire de renforcement des capacités. Il y a des inspecteurs qui existent, notamment au niveau des administrations maritimes, et dont la mission est d'assurer l'inspection technique des navires. C'est un peu l'équivalent du contrôle technique automobile qui se fait à terre, mais en mer également, il y a un contrôle technique maritime des navires qui se fait. Donc il est important de renforcer les capacités de ces personnels-là. Et donc cette formation avait pour objet de former de nouveaux inspecteurs, mais aussi de renforcer les capacités des anciens pour les amener à mieux faire, mieux accomplir leur mission en matière d'inspection technique des navires. Ce séminaire qui a duré 3 semaines s'est déroulé par visioconférence. Il a vu la participation d'une quarantaine de stagiaires venus de la CEDEAO et de la CEAC, dont l'une en est sortie satisfaite. Cette formation très enrichissante et de qualité, d'ailleurs il faut le souligner, nous a permis de compléter nos enseignements. Nous avons reçu déjà en formation en l'ISMI. Voilà, donc elle nous a permis d'encadrer encore, de mieux appréhender les différentes conventions qui nous ont été enseignées et de savoir justement comment effectuer les inspections à bord des navires, quelles sont les différentes parties qu'il faut regarder, comment se déroule l'inspection et tout ce qui encadre en fait l'inspection dans les différents navires. Pour rappel, le séminaire de renforcement de capacités sur les inspections techniques des navires avait pour thème la mise en œuvre de l'état du pavillon et le contrôle de l'état du port. Après 3 jours d'échanges, d'expositions et de partage d'expériences, les lampions sont éteints sur le Salon de l'amour, de la séduction et du bien-être SIASB 2022. Fait marquant de cette 4e édition, le gala de distinction Hommes et femmes sexy qui symbolise la confiance en soi. Une occasion pour la présidente Karim Ouattara de faire le bilan du SIASB 2022 et d'annoncer les perspectives en présence d'un parterre de personnalités d'honneur. Zénab Dosso, Eunice Bogou et Ismaël Doza. La salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan a servi de cadre au dîner gala de clôture de la 4e édition du Salon international de l'amour, de la séduction et du bien-être. Après 3 jours d'exposition, d'articles sensuels, d'échanges avec des experts sur le thème communication et cohésion sociale, l'heure est à la distinction.
Et pour ce dîner gala, il fallait être sexy et glamour, même si l'on ne voulait pas choquer forcément. Une chose est sûre, séduire était le maître mot afin de susciter chez l'être aimé une émotion, voire un sentiment amoureux. Pour les organisateurs, l'amour et la séduction vont au-delà de la beauté et du physique pour s'enraciner dans un état d'esprit et de charisme. Et je suis très heureuse d'avoir reçu le prix Femme Sexy de Côte d'Ivoire. Sexy pas dans le sens péjoratif du thème, mais sexy par le travail, sexy par l'entrepreneuriat, sexy par le leadership, sexy par la motivation à la jeunesse. Et pour moi, être sexy, c'est avoir de la force. C'est un état d'esprit et c'est un esprit de gagneur. Parce que vous cultivez de la confiance en vous pour qu'on puisse vous voir sexy. Et je me suis dit, il y avait tellement d'amalgame autour de ce mot. Il fallait que je le fasse pour mon petit apport, je le fasse connaître et puis on aille au-delà donc du physique. Voici pourquoi le parcours est le principal pionnier, on va dire, pour décerner ce prix. Tous les thèmes qui ont été débattus, on a vu de plus en plus cet engouement au niveau des foyers, des ménages, où les femmes ont voulu vraiment s'informer par rapport à la gestion d'un ménage, d'un foyer, d'une famille et de la santé, parce qu'il y avait également des médecins, des psychologues, des thérapeutes. Donc c'est vraiment un salon qui a glané beaucoup de monde et qui a permis aux uns et aux autres de pouvoir se cultiver. La grande messe de l'amour, 4e du genre, a vu la présence de plusieurs invités et personnalités, parmi lesquels certains ont reçu des trophées d'honneur pour leur travail acharné au service des autres. Tous repartent avec une vision claire de ce que représente l'amour, la séduction et le bien-être. J'ai découvert un univers nouveau, un univers de femmes, un univers de famille, mais surtout un univers de prise de conscience que l'amour est quelque chose de permanent. L'amour, c'est un sentiment qui m'a toujours animé et je suis d'autant plus honoré que j'ai reçu ce trophée. On va exploiter. La beauté, 20 ans après, c'est plus la même beauté. Mais qu'est-ce qu'on fait qui va être exploité, qui va servir à toute une génération? Donc je suis content pour cet événement-là, qu'elle dure encore et qu'elle se perfectionne d'année en année. Notons que la 4e édition du Salon international de l'amour, de la séduction et du bien-être a eu pour cadre le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, une plateforme qui a permis de réinventer l'amour dans tous ses sens. Un véritable marché ouvert au public à partir de 18 ans où l'on pouvait découvrir à l'envi tout ce qui peut pimenter la vie de couple. Lingerie, sex toys, onglerie, coiffure, littérature coquine, massage, parfumerie et autres produits aphrodisiaques. Le Salon international de l'amour, de la séduction et du bien-être était également un moment de partage d'expériences et vie de couple où médecins, sexologues, psychologues ou encore coachs en développement personnel ont littéralement édifié les visiteurs qui n'ont pas boudé ce grand rendez-vous de l'amour. Tout autre chose à présent dans cette édition, les femmes du ministère de la Grâce et de la Délivrance ont été honorées le week-end dernier. Elles ont reçu la visite de leur fils Eric Taba, venu les bras chargés de kits alimentaires et autres matériels. Cette action vise à donner de la joie aux femmes de cette assemblée chrétienne. Joie et bonheur sont les sentiments que l'on pouvait lire sur les visages de ces fidèles chrétiens du ministère de la Grâce et de la Délivrance, cela dû à la visite de leur fils Eric Taba, venu les mains chargées pour honorer les femmes de cette assemblée chrétienne située à Cocody en Gré-Château. Un culte spécial pour glorifier l'Éternel Dieu en mettant en pratique sa parole dans un cadre de célébration de la femme organisé par la communauté. L'objectif est de permettre aux femmes de se réjouir. Journée de la femme associée avec la journée des hommes pour célébrer parce qu'on a compris que la plupart des gens n'arrivent pas à se réjouir. C'est ainsi que nous avons invité et sollicité notre Excellence, M. Eric Taba, pour pouvoir aussi également témoigner notre reconnaissance envers lui et envers Dieu qui nous l'a donné. C'est un fils que Dieu nous a donné et nous voulons reconnaître ça. On dit souvent que le Seigneur, pour rendre des services ou bien pour donner quelque chose à quelqu'un, passe par quelqu'un d'autre. Et puis avec ma maman Kouma,
Ça fait déjà un moment, on se pratique et j'ai appris à l'aimer. Et c'est le symbole de cette cérémonie. On fait aussi des offrandes à Dieu, parce que c'est ça qui est le plus important. Rien ne peut se faire sans l'aide de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la fête des femmes, c'est la fête des hommes, c'est la fête donc du peuple de Dieu. Et c'est donc le sens de cette cérémonie. Le partage, un mot qui caractérise celui appelé communément le fils de Cocody, lors de cette cérémonie qui n'a ménagé aucun effort pour distribuer des kits alimentaires et autres matériels de cuisine à plus de 200 femmes présentes. Comme quoi, il a été pour cette communauté tout entière le canal de bénédiction. Je suis contente vraiment des cadeaux qu'on nous donne présentement. Les mots me manquent parce qu'aujourd'hui ça m'a tellement dépassé, je ne m'attendais pas à ça. Mais tout ce que Dieu fait est bon parce que là où tu ne t'attends pas, c'est là Dieu aussi agit. Toujours dans une dynamique de proximité, le 12 juin dernier, Eric Taba a célébré la fête des mères à Mbadon village avec les femmes ébriées des 6 villages adjacents de la commune de Cocody. Je vous l'annonçais en titre, le groupe scolaire régional de Trècheville à Abidjan a été pendant plusieurs décennies en Côte d'Ivoire le fleuron de l'éducation. Plusieurs grands dirigeants du pays ont fait leur parcours scolaire dans cette école. Tombé en ruine depuis, il manque de toilettes, de cantines et a perdu de sa notoriété. Aujourd'hui, cette école est même devenue le refuge de nombreux malfrats et fumoirs pour les drogués. Nos reporters Pierre Tebeu et Richard Akeke sont allés faire le constat. Voici le groupe scolaire régional de Trècheville, créé en 1917, bien avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a été le plus grand groupe scolaire primaire de l'Afrique de l'Ouest, disposant 2 maternelles et 12 écoles primaires publiques. Il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. De brillants dirigeants du pays sont passés par ici. Parmi eux, on peut citer Feu Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, Laurent Gbagbo, ancien président de la République, Ami Tungara et son époux, ou encore la ministre d'État, Kandia Camara, et son époux. Vu du dehors, la sécurité est présente à l'entrée, mais ce n'est qu'une vue de l'esprit. À l'intérieur, c'est tout autre chose qu'il est donné de voir. Il est aujourd'hui très menacé. Des toitures éventrées, des tas d'immondices, des poulaillers à ciel ouvert. Face à cette situation, le COGES a mené des démarches sans succès. Écoutez, nous avons hérité d'un groupe scolaire parce que nos devanciers, nous demandons bien qu'est-ce qu'ils ont pu faire, puisque nous sommes venus trouver que les toilettes n'étaient pas fonctionnelles. Il y a des problèmes d'électricité, des problèmes de sécurité, parce que le groupe scolaire régional, je vous le dis, est un fumoir. Nous remercions la police nationale, parce que le préfet de police d'Abidjan est venu envoyer des agents, des officiers, pour faire des constats. Ce sont eux qui ont détecté 135 baraques et les toilettes qui sont occupées par des riverains. Donc, et ça, c'est des situations inacceptables. Il y a des fumoirs, on a des poulaillers dans une école. Ça va contre la santé de nos enfants. Le président du COGES, très remonté, dénonce aussi l'inaction des autorités éducatives et demande que tout soit mis en œuvre pour sauver cette école des menaces qui nuisent aux résultats scolaires des élèves. Nous sommes passés par les procédures. Nous avons écrit à l'inspectrice principale qui est même sur le site afin qu'on puisse démanteler ces baraques qui sont sur le site, les toilettes qui sont prises en otage, qui sont transformées en studio. Nous avons demandé à l'inspectrice de dégager les lieux, d'interpeller ses collaborateurs. Nous avons écrit à la DREN, à Madame la directrice à Abidjan 2. Nous avons écrit à Monsieur le maire, le ministre Albert François Micha. La situation que l'on observe aujourd'hui au groupe scolaire régional de Trècheville n'est pas un cas isolé. Nos écoles ne doivent pas devenir les reposoirs pour les sans-abri et des malfrats. C'est le moment pour nos autorités de sauver encore ce qui reste du fleuron de l'éducation en Côte d'Ivoire qui semble sombrer dans l'oubli. Restons toujours dans le secteur de l'éducation-formation et rendons-nous cette fois-ci à San Pedro. Le week-end dernier, la 6e promotion des élèves maîtres du CAFOP a effectué sa sortie officielle.
Cette 6e promotion a été baptisée du nom de Anne Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique. C'est la sortie officielle de la 6e promotion élève maître du CAFOP supérieur de San Pedro. Cette 6e promotion est baptisée au nom de la marraine, promotion Anne Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, marraine de la cérémonie. La sortie officielle des élèves maîtres de San Pedro est toujours riche en prestations artistiques et sketchs pour illustrer la conduite à tenir de l'instituteur dans l'exercice de ses fonctions. Elle est également l'occasion de récompenser les meilleurs élèves maîtres. Et cette année, la meilleure est Aseke Isa Dalila avec une moyenne de 15,58 sur 20. Autre moment fort, la passation de flambeau de la promotion sortante à ses cadets. Nous promettons à la nation le succès, le travail bien fait, le travail d'encouragement à tout le monde, que chaque instituteur que nous sommes, nous fassions le travail proprement sur le terrain. Le directeur du CAFOP et le secrétaire général de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro n'ont pas manqué de donner des sages conseils aux futurs maîtres. Quand vous avez reçu ces enfants dans des conditions assez désespérées, et aujourd'hui vous les voyez au moment où ils s'apprêtent à obtenir leur parchemin, être en joie, c'est donc, vous voyez, c'est émouvant. Être des modèles, parce qu'un enseignant, il est tout à la fois. Il est éducateur, il est formateur. C'est la lumière. Et donc, on leur demande de faire preuve de probité. Le représentant du ministre de la fonction publique, Anne Désirée Ouloto, marraine de la 6e promotion, a dit à ses filleuls qu'ils ont fait le bon choix. Aujourd'hui est un grand jour pour les élèves du CAFOP de San Pedro, qui ont bien voulu choisir Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique, comme la marraine de leur promotion. Je voudrais leur dire qu'ils ont fait le bon choix et que Mme le ministre est un exemple de travailleur, un exemple de bon gestionnaire de l'administration et nous leur conseillons de travailler dans ce sens. Il faut rappeler que depuis sa création en 2015, le CAFOP de San Pedro a formé plus de 3000 enseignants. Cette 6e promotion baptisée Anne Désirée Ouloto compte 530 élèves maîtres, dont 322 filles. Le Conseil régional du Gontougo a tenu sa 2e assemblée ordinaire de l'année 2022. Les priorités de développement et de bien-être des populations de la région ont été approuvées et adoptées par l'ensemble des conseillers régionaux. Cette session a été marquée par la visite du chantier de construction du collège régional réalisé par le Conseil régional du Gontougo. On en sait davantage avec notre correspondant régional, Anissé Kwadio. 2e session ordinaire de l'année du Conseil régional du Gontougo. Les conseillers municipaux, à l'unanimité, approuvent et adoptent le budget trinal 2023-2025 de leur collectivité avec 82 opérations de développement local et 50 actions dévolues au bien-être des populations. Ces opérations initiées pour le bien de la communauté vont coûter 6,56,250,000 francs CFA et seront financées par l'aide de l'État et l'apport de la région. Elles touchent les secteurs de la sécurité, de l'éducation, de la santé, des infrastructures économiques et des études de planification. Et une enveloppe de 1,365,850,000 francs sera consacrée aux 50 actions. Cette 2e session du Conseil régional du Gontougo a été marquée par la visite du collège régional de Bondoukou, construit par le Conseil régional du Gontougo, dirigé par Kosonou Kwasi Ignace. Bâti sur environ 2 hectares. Et nous avons un bloc administratif, 4 bâtiments de 3 classes bureaux, un bâtiment salle spécialisée et un bloc sanitaire. Et la rentrée prochaine, ce collège régional ouvrira ses portes. La ville s'étend. On voit comment la ville s'étend. Il faut que, dans la mesure où tout cela incombe, tout ce qui est enseignement secondaire incombe au conseil régional, nous avons jugé, en tout cas dans les programmes triennaux antérieurs, de construire ce collège. Et ce collège, nous souhaitons de tout notre cœur qu'il soit ouvert
à la rentrée. Les bâtiments sont achevés, les tables bancs sont prêts. Et maintenant, nous ferons l'approche auprès de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour que les professeurs soient à disposition à la rentrée de septembre. C'est plus de 195 millions de francs CFA qui ont été investis pour la réalisation de ce collège régional qui viendra désengorger le nombre accru d'élèves dans nos lycées et collèges de Bondoukou ainsi que de la région. L'ouverture de ce collège régional est prévue pour la rentrée scolaire 2022-2023. Rendons-nous à présent à Ferkessédougou où la sensibilisation bat son plein. L'ONG Victoire Plus était en sensibilisation dans les villes sur les thèmes de VIH-Sida, Covid-19 et de la sécurité électrique. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet de l'État de Côte d'Ivoire à travers Côte d'Ivoire Énergie, financé par l'Agence française de développement AFD. Marie-Christelle Zogueï commente le reportage de notre correspondant Ouattara Daouda. L'éclairage public est l'un des facteurs clés du développement d'une localité. Mais le secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire est marqué par une pénurie due à la dégradation continue et l'insuffisance du réseau électrique. Face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire, à travers la Société des énergies de Côte d'Ivoire, par le projet d'appui au secteur de l'énergie, a décidé d'apporter une réponse sans cesse aux besoins des populations ivoiriennes à travers les travaux d'extension et de renforcement du réseau électrique de distribution des chefs-lieux de Boundiali, Ferkessédougou, Korogo, Minignan et Abengourou. Toutefois, avec la présence quotidienne du personnel de chantier pendant toute la durée du projet, l'on assistera à l'accroissement des échanges entre les travailleurs et les riverains de la zone du projet. Cette cohabitation peut constituer une source d'atteinte à la santé pour les populations et les travailleurs eux-mêmes, notamment avec la possibilité de transmission des IST, VIH-Sida et la COVID-19. Le groupement Satelec Eumassi, attributaire du lot 1 portant travaux d'extension et renforcement des réseaux de distribution de 12 chefs-lieux, dont le chef-lieu de Ferkessédougou a recruté l'ONG Victoire Plus pour l'organisation d'une campagne de sensibilisation dans la ville de Ferkessédougou sur les thèmes du VIH-Sida, de la COVID-19 et de la sécurité électrique. Nous venons de faire une campagne de sensibilisation sur le VIH, les IST, le SIDA, la COVID-19 et la sécurité électrique. Parce que les gens sont en train de faire des travaux, donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident électrique. C'est pour apprendre aux gens comment s'en tenir par rapport à l'électricité. Et aussi nous avons sensibilisé sur le VIH-Sida. Demander aux gens de changer de comportement. Il faut retenir que nous venons de sortir d'un atelier de sensibilisation des populations sur les IST et sur la sécurité au niveau de la lumière et de l'électricité. Il faut retenir que nous sommes sortis vraiment ravis parce que du coup, il faut retenir qu'il y a des notions que nous ignorons beaucoup. En rappel, le projet d'appui au secteur de l'énergie de l'État de Côte d'Ivoire à travers Côte d'Ivoire Énergie est financé par l'Agence française de développement AFD. À l'instar des musulmans du monde entier, les fidèles de la ville de Divo ont célébré la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski ou la fête du mouton. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans de la mosquée Ouda ont pris part à la prière matinale avant de passer à l'immolation du mouton et au traditionnel partage. Jonas Zagoki et Ange Assemian. Nous sommes au quartier Dialogue 1 de Divo, dans la région du Lodibois, en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut la mosquée Ouda pour célébrer la fête du Tabaski. C'est l'imam Diakité qui a officié la prière du jour. Nous avons prié même le même Dieu pour qu'il fasse nous les changements et aussi les autorités aussi. Il y a la pitié pour nous et ces autorités aussi apprennent le bon chemin, le chemin de Dieu pour qu'il les guide pour nous diriger sur le bon point. Tout le monde des musulmans, mais islamiques, le cas nous a aidés. La mosquée là n'est pas finie. Tout le monde va prier dedans. Aujourd'hui, c'est la fête de la Tabaski.
On est parti à la prière, on vient d'arriver. Bon, la fête s'est très bien passée, dans la santé surtout. Je souhaite bonne fête à toute la Côte d'Ivoire. L'imam a également sensibilisé les jeunes sur les dangers liés à la drogue. Notons que la fête de la Tabaski étant une fête de partage, c'est autour des repas que les fidèles se sont retrouvés après la mosquée. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne reprise à tous après ce temps mort marqué par la fête de Tabaski 2022. Prenez soin de vous. À bientôt.